того, чтобы они сработали, значит, мы отгибаем усики, вытаскиваем чеку, отжимаем скобу. Ой, блин! Вы с ума сошли, что ли? Amateurs de savoir de second degré, bonsoir. J'espère que vous allez tous très bien. Moi en tout cas... Je suis une saloperie de catholique. J'ai des relations sexuelles en dehors du mariage avec mon amant juif et black qui travaille dans une clinique d'avortement. On se retrouve aujourd'hui pour parler des Vikings. Oh non. Après une série plus qu'excellente, un jeu sur PlayStation 4 et je n'hésite pas à le dire, le jeu de la 9ème génération, sans oublier bien évidemment le futur Assassin's Creed Valhalla qui est prêt à tout déchirer sur son passage, je me suis dit qu'il serait pas mal de parler de ce peuple qui me fascine tant. Les Vikings, que j'ai d'ailleurs véritablement connus grâce à la série, me fascinent d'une part pour leur charisme mais aussi pour leurs croyances, car il faut le dire, elles sont trop stylées. Mais finalement, qui sont-ils? Comment vivaient-ils? Quelle était leur culture, leur mode de vie, leurs croyances, leurs différences avec les autres civilisations, comme par exemple les Francs? Toutes ces questions-là, on y répondra, bien évidemment, dans la vidéo. Je ne dis plus rien, on passe directement au générique. Bien entendu, je serai obligé de parler également des grands événements qui se sont produits pendant l'âge des Vikings, qui commence en 793 avec le pillage de Lindisfarne, soyez sans crainte, on en reparlera, et qui s'achève en 1066 avec la défaite du roi Harald III. Commençons par le début, et avant de comprendre c'est quoi les Vikings, il faut savoir d'où ils viennent. Il faut bien comprendre que les Vikings ne sont pas un peuple qui est apparu comme ça d'un seul coup, ils ont bel et bien eu des origines, des racines, etc., j'en passe et des meilleurs, et leurs ancêtres aux Vikings, ce sont les Germains du Nord. Mais de quoi parle-t-on lorsqu'on qualifie un homme de Germain, et aussi de quoi parle-t-on lorsqu'on parle du Nord, lorsqu'on évoque Germain du Nord? Car je ne pense pas qu'on parle de ce Nord-là. Va de Dieu, hein? Pour le savoir, il faut revenir jusqu'en moins 113 avant. D'ailleurs, dans cette vidéo, le passage par la case religion est quasiment obligé, car si on veut parler des Vikings, nous sommes obligés de parler de religion. Donc maintenant, installez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter une histoire. Nous sommes entre moins 120 et moins 115. Deux peuples migrent alors vers l'Europe. Le premier d'entre eux est le peuple des Cimbres, originaires du Jutland, l'actuel Danemark, et le deuxième sont les Teutons vivant dans l'estuaire de l'Oder, entre l'actuelle Allemagne et l'actuelle Pologne. Ces deux peuples migrent dans le but de trouver de nouvelles terres et de s'y installer. Et les sources semblent bien indiquer que si ces derniers les auraient trouvés, ils s'en auraient contentés sans ambition d'aller plus loin. Cependant, ces derniers ne peuvent passer par la Belgique, car le puissant peuple leur interdit le droit de passage. Et pour couronner le tout, ils se font rejeter par les autres peuples voisins qui refusent de cohabiter avec les migrants. Parmi les peuples refusants, nous pouvons retrouver les Bohémiens, les Scordiques et bien évidemment les Romains. Car oui, pour les plus jeunes ou pour les plus incultes, nous sommes en plein dans la République romaine et on ne fait pas chier les Romains. Mais là, on parle des ancêtres des Vikings, et avides de richesses et de butin, de gloire et de triomphe, les Cimbres défoncent les légions romaines et s'ensuit une période de pillage dans toute la Norique. Les Teutons rejoignent les Cimbres alors entre moins 111 et moins 109, mais d'autres peuples les rejoignent également, ce sont les Ambrons et les Tigurins, tous s'éparpillent en Gaule. Ils finissent par croiser les légions romaines du consul Jonius Silanus et ils demandent à ce dernier de leur donner les terres, car n'oublions pas, leur objectif est bien d'en trouver. Mais le Sénat, qui dirige alors la République romaine, refuse de traiter avec les peuples nordiques. Du coup, les Romains se font une nouvelle fois rouler dessus par les barbares. Comprenant qu'il est en difficulté, le Sénat romain fait réélire au consulat un certain Caius Marius, qui revient victorieux d'une guerre contre Jugurtha, roi de Numédie, un royaume s'étendant sur une partie de l'actuelle Algérie. Marius est alors considéré comme le seul homme capable d'arrêter les Nordiques. Quelques années plus tard, les Germains planifient une grande opération offensive contre les Romains. Ils se divisent alors en deux corps. Et pour former ces deux corps, les Cimbres se mettent avec les Tigurins, et le deuxième corps est formé, lui, comme vous l'auriez compris, par les Ambrons et les Teutons. Ces corps devaient attaquer les Romains sur deux fronts différents. Cependant, Marius, informé de l'approche de l'ennemi, prépare toutes ses forces pour une éventuelle bataille. Les Teutons et les Ambrons s'approchent alors à proximité des troupes de Marius.
Les hommes romains sont alors prêts à attaquer, mais Marius, prudent, refuse de livrer bataille, jugeant les conditions actuelles comme défavorables pour ses légions. Riant de l'inactivité des Romains, les deux peuples barbares s'éloignent en s'en rapprochant dangereusement de l'Italie. Une fois assez éloignés, Marius ordonne alors à ses troupes de sortir du camp. Marius et ses hommes finissent par devancer les troupes nordiques et s'installent près de l'actuelle Aix-en-Provence. Les Romains sont alors en hauteur dans des conditions idéales pour attaquer comme pour défendre. Les barbares arrivent près des hauteurs et une farouche bataille éclate. Les avantages du terrain en leur faveur, les Romains prennent rapidement l'avantage et les Germains finissent par se replier. Les poursuivant alors jusqu'à leur campement, les Romains anéantissent et massacrent sans vergogne les Nordiques. Terrifiés comme après une défaite de crainte d'un assaut nocturne de la part de leur ennemi, les Romains regagnèrent leur camp et veillent jusqu'au lendemain sans qu'aucune attaque ne soit lancée par les Germains. Les Romains peuvent alors se reposer. Marius attaqua le surlendemain pendant la nuit avec 3000 de ses hommes. Les Romains ressortiront largement victorieux de cette bataille nocturne. Il alla plus tard à la rencontre des Cimbres qui ignorent encore l'anéantissement de leurs alliés. Les Cimbres, ayant toujours le même objectif, réclament les terres aux Romains. Marius leur montra alors en signe de réponse le roi des Teutons, Teutoboudus, enchaîné. Les Cimbres marchent alors vers le camp du Romain et demandèrent à Marius de fixer un jour où les deux armées se combattront. Le combat commence alors. La cavalerie Cimbre charge alors les légions romaines avec rapidité. Mais au lieu d'aller de plein front, comme à l'habitude des charges de cavalerie, les cavaliers partent vers la droite faisant croire à une fuite. Une partie de l'armée romaine se lance alors vers la poursuite des cavaliers, laissant l'autre partie de l'armée face à l'infanterie des Cimbres. Dû à une forte canicule et au fait que le soleil soit au dos des Romains, l'armée romaine repousse alors son ennemi jusqu'à leur camp où ils finissent par avoir raison de l'armée Cimbre. Ce fut la dernière bataille entre le peuple nordique et les Romains. La plupart furent soit tués ou emprisonnés, mais quelques-uns réussirent tout de même à regagner leur contrée du nord. Maintenant parlons des Vikings en eux-mêmes, et avant de parler de ce que sont les Vikings, d'où vient le mot Viking ? À la base, le mot Viking désigne une activité et la définition la plus acceptée est celle qui dit celui qui fréquente les bras de mer. Donc en gros, quand on parle Viking, on parle surtout au Moyen-Âge de personnes fréquentant la mer, donc des marins. Maintenant, d'où viennent-ils ? Ils viennent de Scandinavie, une zone géographique qui enveloppe la Norvège, le Danemark, la Suède et la Finlande. Et il y a des différences entre un viking norvégien et un viking danois. C'est vrai, je pense que si je dis qu'un Marseillais c'est pareil qu'un Parisien, je pense que je vais me faire allumer par beaucoup de personnes. Par exemple, les vikings norvégiens sont ceux qui ont pris le cap vers l'ouest. Ceux du Danemark sont allés vers l'Italie en passant par la Manche, l'Atlantique et la Méditerranée. Et en plus de l'Italie, on pense également qu'ils ont été aussi en Espagne. Ouais, mais bon, avec tout ça, je ne vous ai toujours pas dit ce qu'est un viking. Donc on va commencer par la société. Donc comment se passait la société chez les vikings ? Eh bien, les vikings reposaient essentiellement sur une société totalement esclavagiste. Donc en gros, ça veut dire que chez eux, les esclaves, c'était monnaie courante. Tout en haut de l'échelle, vous aviez, et je suis désolé pour la prononciation, les konungar, équivalent des rois. Ensuite, juste en dessous, vous avez les jarlars, équivalent des comtes. Et en dessous, vous avez les godars, qui étaient, entre guillemets, des chefs de clan. Ensuite, vous aviez les boendres, qui étaient les hommes libres, qu'ils soient fermiers, pêcheurs, commerçants, artisans, etc., etc. Chez les vikings, le métier que tu fais n'influe pas sur ta position hiérarchique dans la société. Et enfin, tout en bas de l'échelle hiérarchique de la société viking, vous aviez les braillars, qui étaient les hommes esclaves, et je ne sais pas pourquoi, mais on différenciait les hommes esclaves des femmes esclaves à l'époque, et pour nommer les femmes esclaves, on avait les embâtirs. Donc du coup, les embâtirs, ce sont les femmes esclaves. Maintenant, comment ça se passe lorsque tu es un enfant chez les vikings ? Et déjà, quand tu es né, tu es baptisé par tes parents. Bon, ça change pas des autres cultures, c'est même assez similaire. Et en général, les vikings donnaient à leur enfant le nom d'un de leurs parents. Ils pensaient alors que l'enfant hériterait des talents ou de la personnalité du parent décédé. Lors du baptême du nouveau-né, celui-ci est lavé, habillé et est officiellement baptisé pendant une cérémonie spécialement dédiée pour cet événement.
Des cadeaux lui sont alors offerts par la famille, les amis des parents, etc., etc. Et généralement, un autre cadeau lui est offert lorsque ce dernier perd sa première dent. Maintenant que tu as grandi et que tu es devenu un fier viking prêt à te marier, comment ça se passe le mariage lorsque tu es un viking? Eh bien, le mariage chez les vikings est vraisemblablement comme dans l'Europe, sauf que chez eux, la polygamie est admise. En effet, lorsque je dis que les mariages vikings sont similaires à ceux de l'Europe, il faut bien comprendre que la plupart des mariages du Moyen-Âge étaient surtout des arrangements contractuels entre deux familles. Il était important alors que la femme soit chaste, et les parents des futurs mariés insistaient lourdement sur la sexualité de leur fille. En effet, une jeune femme vierge pouvait être considérée comme une marchandise qui apportait richesse à sa famille grâce à une potentielle dot que l'autre famille, donc celle du marié, lui apportera. Je rappelle que nous sommes au Moyen-Âge, hein, bien sûr, bien sûr. De plus, cette vie sexuelle limitée aidait à limiter le nombre d'enfants légitimes, c'est-à-dire le nombre d'enfants nés hors du mariage, mais ça je pense que vous l'auriez compris. Car les enfants non reconnus par le père étaient sous l'entière responsabilité de la mère. Et généralement, pour couronner le tout, les femmes étaient socialement inférieures à leur mari. Cependant, et ne vous en faites pas mesdames, beaucoup de lois permettaient à la femme de divorcer si jamais cette dernière le souhaitait. Lorsque le divorce est prononcé, les biens sont divisés. Normal. Cependant, cette division est faite de manière à pénaliser le conjoint demandant le divorce. Pour ce qui est de l'infidélité, des lois existaient, mais les femmes n'avaient pas trop leur mot à dire sur ça non plus. Car s'il y a adultère, c'est seulement lorsqu'un homme couche avec une femme mariée. Bon, ok, c'est bien beau tout ça, sauf si t'es une femme, et auquel cas, désolé, mais ça, c'est quand tu es libre. Maintenant, comment ça se place lorsque tu es un esclave? Chez les Vikings, il y a plusieurs manières d'être esclave, et on va toutes les voir. Déjà, tu peux être esclave à la naissance si tes parents sont des esclaves. Ensuite, tu peux être esclave lorsque tu es capturé pendant un des raids des Vikings. Et crois-moi, il y en a eu. Il y en a eu beaucoup. Tu peux ensuite être esclave si on t'achète en sachant que le prix moyen d'un esclave était relativement bas. Ensuite, tu peux être esclave lorsque tu n'arrives pas à payer tes dettes. Et enfin, tu peux être esclave lorsque tu es reconnu coupable d'un crime. Les hommes esclaves faisaient les tâches lourdes et ingrates, bon ça c'est normal pour un esclave, désolé. Cependant les femmes faisaient la cuisine, j'y ne suis pour rien, désolé, mais elles pouvaient également être infirmières, elles pouvaient faire également la traite du bétail, elles étaient également nourrices ou esclaves de lit. J'y suis toujours pour rien, désolé. Mais tous les esclaves en tout cas faisaient des tâches relatives à la ferme, car avant tout les vikings étaient majoritairement fermiers. Bien entendu les esclaves ne peuvent pas se marier et leurs enfants appartenaient à leurs propriétaires. Ils ne pouvaient rien posséder sauf s'il y a autorisation de la part de leur maître, et le but de tous les esclaves bien entendu était d'acquérir assez d'argent pour acheter sa liberté et celle de sa famille s'il le peut, et de devenir alors un homme libre. Cependant, tu pouvais également être libre sous tutelle de ton maître. Tu devais alors demander autorisation pour faire tout. Tu devais demander autorisation à ton maître pour toute activité commerciale, pour tous les votes, pour te marier, pour changer de résidence, etc., etc. Donc finalement, tu n'étais pas aussi libre que ça. Cette première partie sur les Vikings s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un mot dans les commentaires, cela me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et le plus important, à vous abonner. Et sur ce, n'oubliez pas, on se retrouve pour La suite au prochain numéro.